Salut à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau petit tutoriel Coding City dans lequel nous allons faire un peu de JavaScript. En fait, aujourd'hui, on va simplement implémenter la fonctionnalité qui nous permet d'afficher ou alors de cacher un mot de passe. Par exemple, ici, on est en train de saisir, on saisit des mots de passe. Et si on veut, on peut afficher le mot de passe ou alors on peut le cacher. Donc, ça sera un tutoriel JavaScript relativement simple du niveau de débutant. Pour ceux qui s'attendent à voir quelque chose de fameux, ils seront peut-être un peu déçus. Pour ce tutoriel particulièrement, j'ai créé un dossier et j'ai appelé ce dossier simplement mot de passe. À l'intérieur de ce dossier, j'ai créé un premier fichier que j'ai appelé index.html. Ce dossier, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte et pour le coup, je vais utiliser Visual Studio Code et je vais mettre la structure de base d'une page HTML. Ici, là, je vais simplement dire c'est hide show. Ici, en haut, je vais mettre fr. C'est vrai que tous ces artifices ne sont pas vraiment importants dans le cadre de ce tutoriel. En ce qui concerne les liens CSS, on va charger deux CSS. Le premier CSS, ça sera celui du Font Awesome. Et le deuxième CSS, ça sera notre propre CSS qu'on va appeler ici styles.css. Ce fichier CSS n'existe pas. Si j'essaie de le joindre, ça me renvoie une erreur. Donc, je vais créer le fichier immédiatement. Ensuite, tout ici en bas, juste avant de fermer notre body, on va charger notre JavaScript. Et ça sera simplement dans script.js. Je vais également créer ce dossier, ce fichier et on est prêt pour commencer. Dans le HTML, la structure qu'on aura sera relativement simple. Donc, je vais créer une div et c'est cette div qui va contenir tout ce qu'on aura affiché. On va mettre un premier label. Ce label, on va dire que c'est pour le mot de passe. Donc, on va mettre for password et à l'intérieur de ce label, on va simplement mettre ici mot de passe. En dessous de ce label, on va se créer une autre div qu'on va appeler ici form group. Dans cette form group, on va mettre un input de type password. On va supprimer les attributs name et au niveau de id, on va mettre for password. Juste en dessous de cet input, on va se mettre un élément i qui aura la classe face et ensuite on va mettre le fa-i et c'est la raison pour laquelle on a chargé ce premier lien qui représente les icônes du Font Awesome. Donc c'est un lien CDN et pour l'utiliser, il faut avoir accès à une connexion internet. Maintenant qu'on vient de mettre cette petite structure, on va ouvrir notre fichier dans notre navigateur pour voir à quoi il ressemble. On va ensuite s'ajouter un champ de type checkbox. Donc on va se placer ici tout en dessous et on va faire un label. Pour ce label, on va dire que c'est for checkbox et à l'intérieur, on va mettre notre input de type checkbox. On va supprimer l'attribut name. Par contre, au niveau de l'id, on va dire que c'est pour la checkbox qu'on vient de créer. On va mettre tout en bas ici, afficher le mot de passe. On vient regarder ce que ça donne dans notre navigateur et on obtient ça. Donc, on va mettre le navigateur d'un côté vu que je travaille avec Liveserver et on va mettre l'éditeur de texte également d'un autre côté. De cette façon, on n'aura pas besoin de défiler à chaque fois de l'éditeur au navigateur. On aura simplement à sauvegarder notre code et Liveserver va se charger d'actualiser les données directement dans le navigateur. On va maintenant s'intéresser au CSS. Il faudrait qu'on mette juste un peu de CSS pour essayer d'aligner les éléments au centre. Et pour le coup, vu qu'on n'a pas beaucoup de CSS, je me dis, on peut faire ça ici dans notre head. On va donc ouvrir la balise style et dans cette balise, on va d'abord s'intéresser au body. On va donner au body un display flex, un justify content à center, un align item à center et on va lui donner une largeur de 100 VH. Actuellement, les éléments sont déjà centrés et autre chose qu'on pourrait faire, on pourrait par exemple changer la police de texte et dire que par défaut, nous on aimerait avoir des sans serif. Je ne sais pas, mais je préfère généralement travailler avec du sans serif. On va ensuite cibler les inputs. Et ici, là, on va dire que tous les inputs qu'on aura auront simplement une largeur de 100%. Quand on a donné le body, juste ici en bas, on a mis une div. Et on veut donner à cette div une certaine dimension. Donc, on va dire que lorsqu'on cible le body, la première div qui se trouve directement en dessous, on veut qu'elle ait une largeur de 300 pixels. Du coup, le fait qu'on ait mis les inputs à 100%, ça va légèrement les agrandir. On va s'intéresser à ce form group qu'on a mis ici. Et pour ce form group, pourquoi on veut le modifier? On veut modifier le form group parce qu'on veut en réalité que l'icône se retrouve dans le champ. Donc, on va dire que le form group sera en position relative
Et par contre, on va dire que le i qui se trouve à l'intérieur avec la classe face, lui sera plutôt en position absolue et on va demander que sa hauteur, en fait sa position initiale en dessus soit à 3 pixels et par contre sa position à droite, on aimerait que ce soit à 0. Et pour le coup, à ce niveau-ci, on se rend compte que la checkbox et le affiché mot de passe sont cassés, le code n'est pas bien cassé. Donc ici, à ce niveau, lorsqu'on va mettre les inputs, on va demander qu'on veut en réalité que ce soit uniquement les inputs de type password qui doivent prendre 100%. Donc maintenant, vous voyez que les éléments se sont réarrangés. Là, comme ça, on vient de finir avec le CSS, on va commencer à s'intéresser au JavaScript. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a simplement envie de cliquer dans cette checkbox ici et que le mot de passe qui se trouvait là soit visible. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de récupérer le champ qui contient le mot de passe. Et pour faire ça, on va définir ici une constante qu'on va appeler par exemple password field pour dire que c'est le champ qui contient le mot de passe. Et là, ce n'est pas égal, mais c'est plutôt le nom de la constante. Et on va définir cette constante en la ciblant depuis le DOM HTML. Donc, ça sera document.query selector et on va sélectionner les inputs qui portent le type password. On n'oublie pas de fermer la deuxième côte ici. La deuxième chose qu'on va ensuite faire, c'est de se créer une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler par exemple show password. Cette fonction pour le moment ne va rien prendre en paramètre, mais si on a besoin d'un paramètre, on va venir le rajouter un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'on veut faire dans ce password? On a envie qu'en cliquant dans la checkbox, que ça nous affiche ce qu'on est en train de saisir dans le password. Parce que généralement, les champs password par défaut sont différents des champs de type texte. Quand on saisit dans les champs de type password, on ne voit pas. Contrairement à quand on saisit dans les champs de type texte. Ici, on a précisé password, donc on ne verra rien. Si on avait mis texte ici, on aurait vu ce qu'on est en train de saisir. On va donc revenir de ce côté et on va cibler la checkbox en elle-même pour pouvoir y cliquer. Donc, on va dire que la checkbox, pour la cibler, on va faire un document et on va faire également un autre query selector. Mais cette fois-ci, on va sélectionner l'input qui va porter le type checkbox. Et on n'oublie pas de refermer ça. Et pour le coup, je me rends compte que mon code, il s'est mal formaté. Donc, je vais simplement couper toute cette partie que je vais ajouter ici à l'intérieur. À ce niveau, si je demande par exemple un console.log de password field et que je demande également le console log de check ici. Quand on va venir ouvrir notre inspecteur, ici notre console dans le navigateur, en fait pour le moment on n'obtient rien parce que pour obtenir ça, il faudrait lancer la fonction au moins une fois. Donc on va lancer ici notre show password. Et là, vous voyez qu'on a deux éléments. Le premier élément, c'est le input de type password et le deuxième élément, c'est le input de type checkbox. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à cibler nos éléments, on les a amenés dans le JavaScript et on est prêt à faire les manipulations avec ces éléments. Comment est-ce que notre code va fonctionner? On a dit lorsqu'on clique dans la checkbox ici, on aimerait avoir le mot de passe. Donc, du coup, on va revenir ici dans notre HTML et au niveau de notre input de type checkbox, on va lancer un événement qu'on va appeler le onClick. Pour ce onClick, on va dire qu'il nous lance simplement la fonction show password. On va revenir à ce niveau-ci dans notre JavaScript et on peut enlever ce qu'on avait déjà mis ici précédemment. On n'aura plus besoin de ça. Ça va réagir lorsqu'on va cliquer la checkbox. Maintenant, dans la checkbox, on va faire un test. On va dire if et pour le coup, on va utiliser le if else. On va prendre le champ qu'on vient de récupérer qui est le password field. Et on va tester son type. Parce que quand on écrit ici, là, vous avez vu qu'on a mis input et on a dit type password. Pour récupérer le type, si en JavaScript, on va simplement utiliser la propriété type qui est associée. On teste son type et on va dire que si son type ici, là, c'est password, ce qu'on a envie de faire, c'est de changer ce type et de demander maintenant qu'il passe plutôt à texte. De la même façon, on va se dire, si le type, donc else, si en fait le type ce n'est pas password, on estime que le type était à texte et on va directement refaire passer ce type à password. On se regarde tout ceci et on vient faire un premier test. À partir de maintenant, si je saisis ici, lorsque je vais cliquer sur ma checkbox, on nous renvoie une erreur, password field is not defined.
Et c'est parce que j'ai écrit ici là en minuscule j'ai mis un F minuscule ici. Donc on va sauvegarder. Ici maintenant je réessaie. Lorsque je vais taper, je clique dans la checkbox, ça nous affiche le mot de passe en clair. Je reclique de nouveau et ça nous affiche le mot de passe caché. Mais là, vous avez remarqué que lorsque j'ai cliqué, le champ s'est réduit, le champ est devenu petit. Donc, pour gérer ça, on va revenir dans notre CSS ici et on va dire que ce qu'on a appliqué ici là pour les inputs de type password, il faudrait que si on a aussi un input de type texte, que ça s'applique également à lui. On va sauvegarder. Et si maintenant on revient et qu'on teste, lorsque je passe, ça affiche le code, je clique, ça recache le code. On vient de finir d'implémenter le processus de checkbox, mais là il se pose un problème, c'est que on a utilisé notre onClick ici directement dans le JavaScript. Ce sont les méthodes qui sont à proscrire parce que maintenant on utilise les écouteurs d'événements pour réagir. La deuxième chose, c'est que si on a plusieurs champs, il va falloir encore dupliquer en même temps les checkbox et après s'assurer de donner l'ID à chaque checkbox pour gérer ça. Ce qu'on peut faire ici, là, c'est d'optimiser le code d'une autre façon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser la checkbox qui est ici, ça ne va pas nous déranger, mais on va plutôt cliquer sur l'icône de l'œil qui est ici et ça va directement changer ce qu'on veut. On va venir dans notre JavaScript, on ne va pas se gêner, on ne va pas supprimer le code qui est tout en haut, mais on va définir un autre élément. Ici, on va dire que lorsqu'on fait un window, .add event listener, donc j'ajoute un événement au window et l'événement que je vais ajouter ici c'est load. Ça veut dire lorsque ça a chargé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une fonction. Ici là vous pouvez tout aussi bien utiliser document à la place de window, mais moi j'utilise window parce qu'en réalité lorsqu'on utilise document, ça attend simplement que la page HTML est chargée. Par contre, quand on utilise Windows, ça attend que tous les éléments soient chargés, que ce soit les CSS, les JavaScript. Je vais donc utiliser plutôt Windows ici, en lieu et place d'utiliser Document. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sélectionner ce que je vais appeler ici Fields. Fields ici, c'est dans la mesure là où on pourra avoir plusieurs champs. Et je vais sélectionner tous ceux qui auront directement un certain nombre de caractéristiques. Donc, je vais lancer un Query Selector All. Je vais sélectionner tous les champs qui vont s'appeler input et qui par la même occasion seront de type password. On n'oublie pas de refermer. Ce que je viens de dire ici simplement, c'est que si j'ai plusieurs champs qui sont des inputs de type password, je veux tous les sélectionner à la fois. Une fois que j'aurai sélectionné tous ces champs, ce que je vais simplement faire, c'est de les parcourir avec une boucle for each. Dans cette boucle for each, je vais récupérer chaque élément en particulier et je vais y appliquer un certain nombre de propriétés, donc un certain nombre de traitements. Je vais sélectionner par exemple le parent de l'élément en question, donc field. Après, je vais prendre ici parent element. Ça va nous sélectionner le parent, ce qui veut dire que lorsqu'on revient dans notre JavaScript ici, lorsque je vais sélectionner field, qui est le input de type password, quand je sélectionne son parent element, ça me renvoie le form group. Maintenant que je suis au niveau du form group, je peux désormais sélectionner l'élément i qui se trouve à l'intérieur. Donc, je vais faire ici un nouveau query selector et je vais plutôt sélectionner l'élément i qui aura la classe face. Une fois que je sélectionne cet élément i qui a la classe face, je vais lui ajouter un événement, un add event listener, et l'événement que je vais lui ajouter ici sera le click. Lorsqu'on va lancer le click, il devra se produire une fonction. Et cette fonction ne prend aucun paramètre pour le moment. Cette fonction va simplement se charger de vérifier les conditions qu'on vient de faire ici tout en haut. Donc, on peut pour le coup copier ça et venir coller ça à ce niveau. Mais à ce niveau, si on va plus mettre password field, par contre, on va plutôt mettre field. La deuxième chose qu'on aura envie, c'est que lorsqu'on a cliqué et qu'on affiche le mot de passe, on veut changer cette icône. Donc, on va prendre l'élément sur lequel on a cliqué. En JavaScript, on appelle généralement cet élément this. À cet élément this, on va traiter sa liste de classes. Donc, ici, on va prendre le class name et on va demander à changer cette liste de classes. Désormais, ça aura la classe face et la deuxième classe qu'on va lui ajouter, ça sera le fa I slash. Donc, en gros, lorsqu'on va cliquer, on n'aura plus un œil simple, mais on aura plutôt un œil barré. Et de la même façon, on va copier ça et on va ajouter ici, on va dire, lorsqu'on va revenir sur le champ password en lui-même, on aimerait réavoir l'œil qu'on avait précédemment.
Donc, s'il faut expliquer le petit bout de code qu'on vient de faire, c'est qu'on dit, lorsque tous les éléments auront chargé, c'est-à-dire la page, le JavaScript et le CSS, on va lancer une fonction. Dans cette fonction, on va sélectionner tous les champs qui vont porter le type password, tous les inputs qui seront de type password. Une fois qu'on a ces inputs, on va lancer une boucle for each et on va parcourir tous ces champs en tant que champs unitaires. Donc, quand on met field ici, c'est pour dire que pour tous les champs qui sont multiples ici, field ici va représenter chaque champ à la fois. On va sélectionner l'élément parent du champ en question et dans cet élément parent, on va sélectionner l'élément i qui se trouve à l'intérieur. À ce i, on va ajouter un événement de clic et lorsqu'on va cliquer, ça va nous lancer cette fonction. La fonction va vérifier si le type du champ qui est le field est de type password. Ça va nous renvoyer ce type désormais en texte. Et une fois que ça nous renvoie ça en texte, on va changer l'icône de l'œil pour montrer un œil barré qui va nous indiquer que cliquer sur cet œil pour cacher désormais le mot de passe. De la même façon, si ce n'est pas de type password, on estime que c'est de type texte et on renvoie ça en type password. Et de la même façon, on remet l'icône de l'œil qu'on avait précédemment. Donc si on revient ici et qu'on teste que lorsqu'on va cliquer sur l'œil, vous voyez que ça nous affiche le mot de passe. On clique de nouveau, ça nous cache le mot de passe. Maintenant, l'important c'est d'avoir fait ce code-ci. C'est lequel? C'est que si je reviens ici dans mon HTML par exemple, à ce niveau-là, on a mis tous ces éléments-ci. On peut les dupliquer 2 fois de suite. Normalement, si je sauvegarde mon code comme ça, on devrait avoir une erreur ici dans la console. Essayons pour voir et vous voyez qu'on a une erreur. En fait, l'erreur veut simplement nous dire ici que on a 3 éléments qui portent l'identifiant password. En HTML et en JavaScript, l'identifiant est unique. On ne doit pas avoir plusieurs éléments qui portent le même identifiant. Donc, pour résoudre ce problème, ici à ce niveau, on va dire que c'est plutôt password 2 et à cet autre endroit, on va dire que c'est plutôt password 3. Et si on sauvegarde de nouveau, l'erreur est portée disparue. Ce qu'on est en train de voir ici, ne vous en inquiétez pas, ce n'est pas important. Vu qu'on utilise le live server, il ne parvient pas à trouver une favicon qui va afficher ici. Donc du coup, il renvoie cette erreur par ici. Maintenant qu'on a affiché ces 3 éléments, on a 3 mots de passe. Si je mets sur le premier, je mets sur le deuxième et que je mets sur le troisième, je peux cliquer chacun d'entre eux indépendamment et afficher. Donc ça sera efficient si on veut par exemple faire un mot de passe et un mot de passe de confirmation. Ça sera tout pour ce petit tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de me laisser des pouces bleus en guise de j'aime. Autre chose avant qu'on ne se quitte, vous avez remarqué que généralement lorsque j'écrivais mon code HTML, peu importe, dès que je le sauvegardais, vous aviez l'impression automatiquement qu'il avait changé. En réalité, c'est parce que j'ai une configuration particulière avec Visual Studio Code et certaines extensions qui me permettent de faire un code un peu plus propre. Pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers le tutoriel qui vous permet de configurer Visual Studio Code. Cela étant dit, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau tutoriel.